Hitler fomentait lui aussi l'insurrection fasciste en Espagne. 400 000 documents ont été saisis par la police au siège de l'organisation allemande de Barcelone. Ces documents démontrent avec quelle minutie les hitlériens préparaient leur intervention. Plus de 6 millions de francs étaient dépensés chaque année pour la propagande. Les insurgés de la seule ville de Madrid reçurent de Hitler 38 000 fusils et 18 000 revolvers. 18 juillet 1936, l'insurrection éclate au Maroc et s'étend bientôt à toute l'Espagne. Mais le peuple dresse des barricades pour défendre son gouvernement légitime. À Madrid, à Barcelone, à Valence, presque partout, le soulèvement militaire est écrasé. Nulle part, la population ne se joint aux rebelles. Le général Franco, pour continuer la guerre, doit faire venir du Maroc les troupes mortes et la Légion étrangère. Tandis que les mercenaires du fascisme, forts en officiers et en matériel de guerre, commencent la conquête de l'Espagne, par dizaines de milliers, les jeunes gens s'enrôlent dans les milices gouvernementales. Au milieu de l'enthousiasme frénétique de la population, les miliciens défilent dans les rues. Ils n'ont que des armes de fortune, un équipement rudimentaire. Une partie de la police, une partie des officiers sont restés fidèles au gouvernement. Mais pourtant, les miliciens manquent de cadres. Après avoir traversé les villages où la population est aussi enthousiaste que celle des villes pour la cause gouvernementale, les miliciens arrivent sur les grands plateaux d'Aragon et de Castille où doivent se livrer les premières batailles. Ces hommes n'ont, pour lutter contre les tanks rebelles, que des camions blindés tant bien que mal à l'aide de plaques de tôle. Lorsque ces volontaires partent au combat, leur tragique inexpérience se fait durement sentir. La mort fauche dans leurs rangs et les pertes sont d'autant plus lourdes que l'artillerie est insuffisante. Les cadres militaires s'improvisent en pleine guerre. Les employés, les paysans, les instituteurs, les ouvriers deviennent officiers, commissaires politiques, apprennent au front l'art de commander. Avec les modestos et les listeurs, les chefs sortent du rang, comme jadis nos Hoches et nos Kléber. Les morts, jadis chassés de la péninsule par le Cid, par Isabelle la catholique, par tous les héros historiques de la vieille Espagne, recommencent maintenant la conquête de l'Aragon, de l'Andalousie, de la Castille. Les mercenaires de Franco ne s'attaquent pas seulement aux combattants. Ils massacrent aussi la population civile. L'horreur des massacres qu'ils commirent à Badajoz révolta l'humanité entière. Le rôle des Marocains et des étrangers de la Légion est capital au début de la guerre civile. Ce sont ces forces qui permettent à Franco de commencer sa marche vers Madrid. L'armée gouvernementale s'organise. Les miliciens doivent d'abord apprendre à manœuvrer, à obéir. Ces premiers exercices établissent une discipline dont hier encore inorganisée. Les forces toujours plus nombreuses rejoignent les rangs de l'armée espagnole dans un enthousiasme comparable à celui des engagés volontaires qui devinrent, sous la Révolution, des soldats de l'an 2. Au milieu de la foule qui les acclame, les jeunes gens vont s'enrôler dans les milices. Les nouvelles recrues sont disciplinées à leur tour. Elles reçoivent des armes et vont rejoindre leur poste au front.
Parlement espagnol, les Cortés, se réunit à Madrid. Les représentants du peuple décident, d'accord avec les socialistes, anarchistes, républicains, communistes, catholiques, expression de la nation tout entière, d'intensifier leurs efforts pour la création d'une armée forte et de continuer la lutte jusqu'à l'écrasement de la rébellion. Quand ils arrivent devant Madrid, les mercenaires de Franco se heurtent au rempart de l'héroïsme espagnol. Mais depuis le début de la guerre civile, aucun train de munitions n'a pu passer la frontière franco-espagnole. Le gouvernement français a déchiré le traité de commerce qui le liait à l'Espagne. Les rebelles, eux, sont magnifiquement ravitaillés en armes, mais l'armée gouvernementale n'a pas assez de fusils, pas assez de mitrailleuses, pas assez de munitions, pas assez d'avions. Irún, Saint-Sébastien, toute la région basque tombèrent parce que les soldats n'eurent à leur disposition que d'antiques canons. Londres, au mois d'août 1936. La chaleur et les vacances font de la capitale anglaise une oasis de calme et de tranquillité. Pendant que la guerre fait rage en Espagne, devant un palais, les curieux regardent arriver les ministres et les diplomates représentant les principales puissances. Le comité de non-intervention va commencer ses travaux. C'est le gouvernement français qui a proposé au monde la politique de non-intervention, et le gouvernement anglais s'est aussitôt rallié à son initiative. L'Italie et l'Allemagne ont rapidement adhéré à la proposition française. Elles se sont engagées, comme les autres puissances, à n'envoyer en Espagne, durant toute la durée des hostilités, aucun matériel de guerre, que ce soit aux rebelles ou aux gouvernementaux. Aux premières séances du comité de non-intervention, Hitler et Mussolini font proclamer qu'ils ont mis l'embargo sur les armes à destination de l'Espagne. Quand les dépêches apprennent que les soldats et les armes venues d'Allemagne ou d'Italie débarquent sans arrêt, Hitler et Mussolini déclarent solennellement que ces assertions sont fantaisistes et dénuées de tout fondement. Le président du comité, Lord Limont, s'associe à ces déclarations et, convaincu de la bonne foi fasciste, les membres du comité continuent de venir siéger. Les cuirassés anglais, entrés dans le port de Barcelone, veillent à ce qu'aucun matériel de guerre ne parvienne aux républicains. Le général Franco, toujours entouré de ses mercenaires marocains, se met aux ordres des officiers italiens qui arrivent en Espagne en tête de véritables armées qui forment les troupes de choc du fascisme. Les troupes mussoliniennes montent vers le front. À bicyclette, les bersaglieri vont de l'avant, le casque fièrement posé sur le côté. Les avions italiens et allemands soutiennent leur offensive. En mars 1937, les légionnaires italiens jouent un rôle de premier plan dans une attaque contre Madrid et Mussolini leur télégraphie. J'apprends qu'une grande bataille est en cours en direction de Guadalajara. Faites savoir aux légionnaires que je suis heure par heure leur action qui sera couronnée par la victoire. Mais ils se heurtent au courage et à l'organisation des armées qui défendent le gouvernement légitime de l'Espagne, et la victoire escomptée par Mussolini à Guadalajara se transforme en victoire de la République espagnole. Les républicains ramassent parmi les cadavres les drapeaux italiens abandonnés. Ils s'emparent du fanion de la Légion italienne, les flammes noires, où se lit la devise « Nous brûlons sans lui ».